Y a-t-il des nouvelles concernant le lancement de la production de ce GSC au graphène? Oui, les prototypes que nous fabriquons sont des dispositifs assemblés à la main. La logique de l'humanité conduit à ce que l'homme soit capable de transformer les énergies ambiantes en courant électrique. Si cette technologie est soutenue politiquement, dans 20 ans, lorsque nous reviendrons, nous pourrions voir ces dispositifs dans chaque foyer. Nous avons ces bourrasques qui détruisent les éoliennes. Les grêlons détruisent l'énergie solaire. Et quelle est l'importance ici de mettre en avant précisément les GSC qui ne sont justement pas touchés par ces aléas climatiques? On ne crée pas seulement une autonomie et une autarcie, on a aussi une sécurité. Avec chaque Power Cube, avec chaque GSC, j'ai immédiatement de l'électricité. Et si l'on comprend que, dans les 20 prochaines années, la demande énergétique mondiale va doubler. Bonjour, cher Holger. Notre équipe est heureuse de t'accueillir à nouveau parmi nous. Je suis également très heureux de pouvoir contribuer à ce sujet aujourd'hui. Oui, Holger, ce n'est pas la première interview que nous enregistrons ensemble. Et nous sommes toujours très heureux de ces nouvelles occasions de communiquer avec vous. En ce moment, notre équipe du Kaléidoscope des faits se prépare à publier le film Générateur sans combustible, l'énergie d'une société libre, dans lequel nous voulons souligner l'importance pour l'humanité entière de passer à l'énergie sans combustible dans un avenir proche. Face aux catastrophes climatiques croissantes, cela devient une solution vitale pour notre société. Et dans ce contexte, j'aimerais vous poser quelques questions. Je suis ravi de répondre, car c'est exactement le sujet. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment en Espagne, il y a seulement une semaine à Valence. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent sans électricité. Sans électricité, sans énergie, rien ne fonctionne dans notre société. Et cela ne fera qu'empirer dans les prochaines années et décennies. La demande énergétique mondiale augmente rapidement, et nous pouvons contribuer modestement à résoudre ce problème. Holger, comment le lobby énergétique mondial a-t-il réagi à votre souhait d'offrir aux gens une source inépuisable d'énergie propre? Eh bien, je pense qu'au début, on nous a beaucoup ridiculisés. C'est que tout ce sujet a été un peu rejeté. Nous avons choisi un nom très provocateur, neutrino énergie. Cela a conduit les gens à dire que quelqu'un voulait capturer les neutrinos. Cela nous a fait du bien, car cette controverse, c'est-à-dire le fait que les gens aient quasiment rejeté le sujet et les tourné en dérision, a également permis d'attirer l'attention sur le sujet. Nous avons alors fait différentes démonstrations, où plusieurs de nos professeurs ont montré différentes applications. Cela a conduit les gens à dire qu'il devait s'agir d'une batterie. Et bien sûr, le problème est que l'on ne voit pas l'électricité, mais seulement l'effet de l'électricité. Et avec notre technologie, nous sommes dans un micro-monde ou dans un monde quantique. Et l'œil humain ne peut pas saisir directement ces choses. Par exemple, quand vous voyez une éolienne tourner, et que le générateur est activé, c'est relativement facile à comprendre. Mais nous travaillons dans ce microcosme, et bien souvent, les gens voient les effets mais ne les comprennent pas. J'ai vu, dans les laboratoires et lors de diverses présentations, des gens chercher des câbles sous la table, car ils ne comprenaient tout simplement pas comment cela fonctionnait. Et à un moment donné, nous sommes passés du sujet, de la présentation et de la démonstration à une explication du fonctionnement de la technologie. C'était une étape très importante, car le terme neutrino restait toujours présent. Cela impliquait l'idée que nous voulions capturer les neutrinos. Mais les neutrinos traversent tout, et c'est une bonne chose qu'ils traversent tout, car cela fait partie intégrante de ce qui constitue notre technologie. Parce que les neutrinos traversent tout, cela nous permet de travailler dans la troisième dimension. Cela signifie que nous pouvons travailler dans l'obscurité totale, en plusieurs couches, et même sous terre, car les neutrinos passent à travers tout. Et je voudrais encore une fois expliquer en quelques mots ce que nous faisons. Nous ne produisons pas d'énergie, mais nous convertissons l'énergie, et plus précisément l'énergie cinétique. J'ai déjà donné l'exemple de l'éolienne tout à l'heure. Je reviens sur cet exemple, car il est facile à expliquer pour tout le monde.
L'éolienne tourne, et grâce à cette rotation, l'énergie de mouvement est convertie dans les bobines du rotor pour mettre les électrons en mouvement. Chez nous aussi, il y a un mouvement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais seulement au microscope électronique. En d'autres termes, on peut imaginer que nous avons des millions de petites éoliennes. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui bouge. Chez nous, c'est le graphène, un dérivé bidimensionnel du carbone, qui se déplace en formant une onde, créant des vallées convexes et concaves. En d'autres termes, une microvibration. Sans cette microvibration, notre technologie ne pourrait pas fonctionner. Et si on se demande pourquoi cela bouge, c'est parce que de nombreux facteurs extérieurs stimulent ce mouvement. Ces facteurs sont les différences de température, les radiations, et également les neutrinos. Ce sont ces derniers qui donnent leur nom et qui initient le mouvement. Cela signifie que ce mouvement, nous parlons maintenant d'un mouvement, ne peut exister sans énergie, car sans énergie, rien ne bougerait. Et si nous nous référons au deuxième principe de la thermodynamique, en physique, je tiens à rappeler à tous ceux qui nous écoutent que nous travaillons en accord avec les lois de la physique. Nous ne proposons pas de mouvement perpétuel, où l'on obtiendrait plus d'énergie en sortie qu'en entrée. Il doit toujours y avoir une entrée d'énergie pour qu'il y ait une sortie d'énergie. Dans notre cas, il y a un flux constant d'énergie, sous forme de diverses radiations et de chaleur, qui entre, et ce flux est converti en courant électrique continu en sortie. Cela est rendu possible grâce au comportement unique de ce dérivé du carbone, le graphène, qui présente un mouvement totalement différent de celui du silicium. Ce point est essentiel, à température égale, selon le deuxième principe de la thermodynamique, la chaleur ne peut pas produire de travail si les matériaux ont les mêmes vibrations. Cependant, nous utilisons un matériau, le graphène, qui vibre différemment, même à température égale. Cela signifie que le graphène a un comportement complètement différent de celui du silicium à une même température. Cela crée un écart, une différence, entre ces deux couches de silicium. Ce que nous appelons un sandwich de graphène. Dans cette structure, le graphène se déplace de haut en bas entre les couches de silicium. Il existe de très belles animations à ce sujet. Il existe également des images prises au microscope électronique où l'on peut observer ces phénomènes. Grâce à ces vallées convexes et concaves, une impulsion est générée sur les couches supérieures et inférieures, ce qui fait que les électrons commencent à se disperser. C'est ce que les physiciens appellent une dispersion oblique. Les électrons se dispersent dans le matériau, et grâce au dopage des matériaux, c'est-à-dire en modifiant légèrement le matériau et en torsadant légèrement les couches supérieures et inférieures, les électrons commencent à circuler dans une direction unique. C'est ainsi que nous obtenons du courant continu. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est en totale conformité avec les lois de la physique, c'est explicable. Cela ne peut simplement pas être observé à l'œil nu. Heureusement, il existe aujourd'hui de magnifiques animations qui permettent de visualiser ce processus, et les résultats peuvent être mesurés. Et quel avantage avons-nous maintenant? Tout le monde sait ce que c'est une cellule solaire, et c'est qu'elle convertit également quelque chose. Mais cela se fait par un processus chimique. Dans notre cas, il s'agit d'un processus physique. Notre technologie est bien moins puissante, ce qui signifie que nous avons une production d'énergie bien inférieure sur une même surface. Cependant, nous avons un grand avantage, grâce à la troisième dimension, nous pouvons empiler les couches. Nous avons appris au départ que les neutrinos traversent tout. Cela signifie que nous avons la possibilité d'exploiter la troisième dimension. Ainsi, nous compensons une faible efficacité par unité de surface en augmentant la surface totale grâce à cet empilement. Nous arrivons alors à une équation mathématique simple. Bien que nous ayons moins d'énergie par centimètre carré, nous en obtenons beaucoup dans un centimètre cube. Pour expliquer simplement cela à un non-spécialiste, c'est comme une cellule solaire très fine, pliée sur elle-même, qui interagit avec la lumière invisible. C'est la base de notre technologie. Le terme technique pour désigner ces couches est wafer. Ce sont des wafers de silicium dans lesquels le graphène est intégré, formant un sandwich de graphène, et c'est sur cela que repose notre technologie.
Et lorsque nous parlons du PowerCube, il s'agit en réalité d'un appareil qui utilise précisément le phénomène que je viens de décrire. Cela signifie que, dans ce PowerCube pour lequel il existe désormais de très belles animations se trouve un grand nombre de ces wafers. Cela nous permet d'obtenir une grande surface physique, et cette grande surface physique nous permet de fournir une petite quantité d'énergie en une quantité suffisante. Le premier produit que nous lançons actuellement sur le marché est notre PowerCube de 5 kW. Pour faire une comparaison, on pourrait dire que c'est le Big Mac de Neutrino, un tout premier produit destiné au marché. Et je pense que nous allons un peu discuter de ce produit aujourd'hui. Mais il était important pour moi de résumer à nouveau les aspects techniques, afin que les auditeurs aient une idée claire de ce qui se passe ici chez nous. Oui, merci. Tu as un peu anticipé ma prochaine question, c'est super. Elle portait justement sur le principe de fonctionnement de ce GSC au graphène, le Neutrino Voltec PowerCube. Y a-t-il déjà des nouvelles concernant le lancement de la production de ce GSC au graphène? Oui, alors il faut préciser quelque chose. Si certaines personnes imaginent qu'un appareil entier est fabriqué dans une seule usine, c'est évidemment une erreur. Aujourd'hui, les appareils électroniques sont assemblés à partir de composants achetés. Cela signifie que les différentes pièces nécessaires à ce type d'appareil existent déjà sur le marché et sont disponibles pour ce genre de produit. La seule chose qui n'est pas encore disponible en quantité suffisante, ce sont les wafers, ces wafers de graphène. La fabrication de ce type de graphène vibrant librement entre les couches de silicium est un peu le goulot d'étranglement actuel. Cela s'explique par le fait que la production de ces wafers est très complexe. Ils doivent être fabriqués dans un vide de 1,0 exposant 8, 10 puissance -8, et dans des salles blanches. C'est une production extrêmement sensible, et les matériaux doivent être d'une pureté absolue. Si le graphène et le lithium entraient en contact et interagissaient, le graphène ne pourrait pas osciller librement entre les couches de silicium. Et il est essentiel qu'il puisse osciller librement. Ce processus est cependant maîtrisé aujourd'hui dans nos laboratoires, ainsi que dans de nombreux autres laboratoires. Mais dans ce qu'on appelle la production de masse, pour préparer ces appareils à une large distribution, il faut des machines capables non seulement de travailler à raison de centimètres carrés par seconde, mais à terme, de couvrir des mètres carrés par seconde avec leur revêtement et leur performance. Et c'est précisément là-dessus que nous travaillons actuellement. Nous avons trouvé des opportunités dans la région d'Asie du Sud-Est. Cela signifie qu'il existe des entreprises qui ne peuvent pas directement construire les PowerCubes, mais qui sont capables de produire pour nous ces wafers, car les wafers constituent la base de notre technologie. Pour donner un exemple concret de la surface nécessaire, il faut environ 1500 mètres carrés de wafers dans un PowerCube de 5 kW pour qu'il puisse fournir suffisamment d'énergie. Il est donc crucial de garantir d'abord une qualité élevée, puis une production à grande échelle. Nous avons reçu des offres et sommes en train de négocier, car bien sûr, tout cela est aussi une question de coût. Lorsque ces wafers sont fabriqués en laboratoire aujourd'hui, c'est un processus très complexe et coûteux. Mais le PowerCube doit être proposé à un prix abordable sur le marché, et c'est ce que rend possible la production de masse et les avancées technologiques. On peut faire le parallèle avec presque toutes les autres technologies. Au début, les prototypes et les premiers modèles d'essai ou de laboratoire sont incroyablement chers, car tout est fabriqué à la main. Mais plus les processus sont compris et optimisés, plus les coûts diminuent. Et ce sont des éléments qui me font dire que, selon moi, nous serons peut-être en mesure de passer à une véritable production en série d'ici fin 2026 ou 2027. Par production en série, je ne parle pas de quelques centaines d'unités, mais plutôt de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de ces cubes. Et cela ne signifie pas que nous les produirons nous-mêmes, nous en serions incapables, mais que nous avons des producteurs industriels capables de fabriquer les composants nécessaires, lesquels seront ensuite simplement assemblés pour créer le cube final. D'accord. Nous savons ce qui était prévu, ou du moins ce qui avait été planifié, commencer la production de GSC en Corée d'ici la fin de cette année. Je pense que cela n'a pas été réalisé. Ou bien ces prototypes ont-ils déjà commencé à être fabriqués en Corée? Oui, les prototypes que nous fabriquons là-bas sont des appareils faits à la main.
Ces appareils faits à la main n'ont pas encore l'apparence finale que l'on pourrait attendre aujourd'hui. Cela signifie qu'ils doivent également être retravaillés. Pour donner un exemple très simple, un réfrigérateur. D'un côté, vous avez la technologie qui explique pourquoi le réfrigérateur refroidit. De l'autre côté, vous avez le réfrigérateur tel que la ménagère le connaît, avec un beau design, chromé ou blanc, et toutes les fonctionnalités intégrées. C'est exactement de cette façon qu'il faut comprendre nos Power Cubes. La technologie existe et elle fonctionne, mais elle est encore fabriquée en laboratoire, ce qui est un processus très complexe. Et les partenaires qui travaillent sur ce projet en Corée du Sud sont très fiables. La prochaine étape consiste à passer à ce qu'on appelle une petite série, c'est-à-dire une petite production en série. Nous avons déjà préparé cette petite série, qui est maintenant prête à entrer en phase de test. Cependant, je ne souhaite rien confirmer pour le moment. Je prévois un voyage en Corée du Sud plus tard cette année. Sur place, je vais tout examiner personnellement, et nous déciderons alors du moment où les appareils de test seront prêts pour ce que nous appelons un test sur le terrain. Ces appareils de test fonctionneront dans des ménages pendant une période de 3 à 6 mois. Pendant ce temps, le développement continuera en parallèle. Oui, c'était justement ma prochaine question, Holger. Quelles sont les dernières nouvelles concernant le test sur le terrain? Je pense que vous y avez répondu. Cela signifie donc que, lorsque vous reviendrez de Corée du Sud, vous aurez de nouvelles informations concernant le moment où le test sur le terrain débutera enfin en Autriche. Oui, tout à fait. Nous sommes toujours confrontés à des difficultés en raison du conflit en Ukraine. Au cours des 2 dernières années, il a été impossible de réaliser beaucoup de choses selon les plans préétablis, car nous travaillons dans une équipe internationale. Nous collaborons avec des physiciens et des ingénieurs venant de Russie, d'Inde, de Chine, des États-Unis et d'autres pays. Cependant, cette situation politique a malheureusement eu un impact significatif sur nos liens scientifiques. Il est soudain devenu impossible de travailler avec d'excellents chercheurs et universités avec lesquels nous collaborions auparavant, à cause de cette situation. Les entreprises opérant à l'échelle mondiale ont également été fortement affectées. Je devine déjà les questions qui seront abordées aujourd'hui et je voudrais y répondre. Ce type d'obstacle dans la recherche et le développement a bien sûr un impact sur les entreprises et les délais de mise sur le marché. D'un autre côté, je dis toujours à mon équipe, peu importe quand cet appareil sera lancé sur le marché, nous savons exactement comment le produire. Nous avons les plans, les prototypes et les modèles prêts. Et lorsque cet appareil sera lancé, il apportera un réel bénéfice à la société. Et j'ai grandi en Allemagne, je suis également né en Allemagne. Mon père était physicien nucléaire allemand, et mon grand-père était ingénieur allemand. Nous avons naturellement une vision claire de ce que doit être un minimum de qualité pour ces appareils. Ils doivent fonctionner pendant au moins 15 à 20 ans. C'est pourquoi il est préférable de consacrer encore quelques mois au test avant de lancer un produit sur le marché et de le vendre aux gens alors qu'il ne répond pas à leurs attentes. Il vaut mieux prendre son temps. Cela pourrait bien sûr entraîner des critiques. Nous disons donc que nous savons comment cela fonctionne. Nous préférons tester encore un peu, puis proposer quelque chose de vraiment exceptionnel. Cela montre clairement, pour moi, que les concurrents et les représentants d'autres technologies ont bien compris ce que signifie ce type de technologie. Bien sûr, l'énergie des neutrinos ne va pas conquérir le marché énergétique mondial en quelques années. Mais je crois que si l'on comprend qu'il existe déjà aujourd'hui des technologies capables de convertir les énergies environnantes, les fameux harvesters, alors, sur la base de ces harvesters, dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, on pourra pratiquement éliminer du réseau tous les appareils électriques qui fonctionnent encore aujourd'hui avec des énergies fossiles et les alimenter de manière autonome. C'est un simple processus de transformation qui commence modestement, mais ce mouvement débute avec les premiers appareils. Je crois que dans 15 ou 20 ans, lorsque cette technologie sera entièrement développée, pleinement comprise et soutenue politiquement, l'humanité verra ces appareils dans chaque foyer. Parce que cela a tout simplement du sens. Cela a tout simplement du sens, d'un point de vue logique, de fournir l'énergie là où elle est nécessaire, au lieu de la produire de manière centralisée pour ensuite la transporter en courant alternatif ou avec de grandes pertes, et la transformer. Il est bien plus logique d'avoir l'énergie disponible à tout moment et partout, là où j'en ai besoin. Et pour cela, j'ai besoin d'une ressource en matière première.
Cela signifie que, d'un autre côté, il me faut un outil de travail. Je l'ai expliqué, cet outil de travail est le convertisseur. En allemand, on parle d'un Wandler. Et la deuxième chose est, bien sûr, la ressource. Si nous parlons des énergies fossiles, la ressource est le bois, le pétrole, le charbon ou le gaz. Dans notre cas, la ressource est le rayonnement et la température ambiante. Mais c'est également une ressource, simplement disponible sous une autre forme. Nous n'avons pas besoin de creuser dans le sol pour extraire cette ressource, car elle nous arrive directement d'en haut. L'intelligence de ce système réside justement dans le fait que nous utilisons une autre ressource qui, si l'on comprend l'évolution humaine, est une étape logique. Les Néandertaliens et les premiers humains ont commencé par brûler du bois pour produire du feu. Puis, cela est devenu un peu plus sophistiqué, avec l'introduction du charbon et du gaz. Ces ressources ont ensuite été utilisées avec des rendements plus élevés, mais au final, il s'agit toujours de processus chimiques qui libèrent non seulement du CO, mais aussi des oxydes d'azote. Quant au sujet du CO, je le trouve préoccupant, mais ce n'est pas le plus critique selon moi. Ce qui est critique pour moi dans la combustion, ce sont tout simplement les fameux oxydes d'azote et les gaz d'échappement, qui sont réellement nocifs. Concernant le CO, je donne raison aux scientifiques. Il existe différents modèles qui débattent de savoir si le changement climatique est d'origine humaine ou non. Mais pour les oxydes d'azote et les gaz d'échappement, cela ne fait aucun doute. Tout le monde peut les sentir lorsqu'une voiture passe à côté et que les gaz d'échappement montent au nez. Et je pense que lorsque l'humanité n'aura plus besoin du feu pour produire de l'énergie, elle aura fait un immense progrès. Et si l'on sait que nous avons l'énergie dans l'espace qui nous entoure, avec un système de récolte, un harvesting system, l'énergie de proximité, c'est-à-dire les énergies environnantes, y compris les neutrinos, c'est important en accord avec le deuxième principe de la thermodynamique et les lois de la physique, cela permet de convertir une énergie mesurable en électricité mesurable. Cela est essentiel pour couper court aux critiques et apaiser les doutes. C'est encore un point important. Une fois que l'on a compris cela et que l'on connaît les plans directeurs, il est possible de critiquer nos appareils, surtout au début. Peut-être qu'ils devront encore s'améliorer au fil des mois et des années. Mais une fois que l'on a compris ce principe, on sait qu'il n'y a plus de retour en arrière pour cette technologie. Car, dans la logique du rayonnement existant qui nous entoure, il est évident que ce type de ressource est suffisant pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. Bien sûr, j'ai besoin des appareils pour convertir ce type de ressources. Et cela sera ensuite fait par l'industrie à grande échelle. Nous ne sommes qu'un pionnier. Nous sommes simplement parmi les premiers à le faire. La première voiture qu'on a conduite n'était pas non plus un véhicule de série, ce n'était pas encore un. Ce n'était pas une Golf ou une Mercedes comme on les connaît aujourd'hui. Mais c'était simplement le premier démonstrateur, la première représentation de son fonctionnement. Il faut simplement considérer l'évolution de la technologie et voir comment elle se développera dans les années à venir. Et je vois déjà ce que nos ingénieurs et techniciens calculent et simulent. Le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser des superordinateurs et l'intelligence artificielle pour effectuer des calculs et des simulations. Cela signifie que, lorsque l'on utilise ces modèles, on sait que ce type d'énergie indépendamment de notre appareil, et peut-être qu'un jour il y en aura d'autres encore plus efficaces, avec un rendement encore plus élevé repose sur une logique inévitable, celle qui permettra à l'humanité de convertir les énergies environnantes en électricité. Cela résout aussi les problèmes actuels liés au système précédent. Et bien sûr, ce n'est pas une tâche qui se réalise en 3 ou 5 ans. Ce serait complètement irréaliste, quand on connaît la consommation énergétique en térawatts de la planète, et les appareils électriques qui ont été développés sur des décennies, voire des siècles, y compris les réseaux. Il faut penser en termes de décennies. Mais si nous pouvons offrir une solution, et c'est ce que nous faisons, nous ne proposons pas des produits qui alimenteront la planète entière, mais une solution que l'industrie et la politique peuvent adapter. Sur cette base, elles pourront développer des solutions qui serviront réellement l'humanité dans les 10, 20, 30 ou 50 prochaines années. Oui, merci, cher Holger.
Vous l'avez déjà mentionné, et maintenant je voudrais aussi le partager très clairement avec nos spectateurs. Nous sommes en contact depuis longtemps, et nous avons toujours essayé, vous et moi, de faire avancer les choses, même si nous avons souvent atteint des limites. Pendant un certain temps, nous n'avons même pas pu communiquer. Je connais un peu le contexte de tout ce qui s'est passé, et je voudrais que nos spectateurs comprennent que ce n'est pas un processus simple. Pourquoi dit-on simplement que l'on veut offrir cette technologie à l'humanité? Quels obstacles votre entreprise rencontre-t-elle ici? Quels défis avez-vous dû affronter dans le passé, et comment avez-vous été compromis ou confronté à ces difficultés? Les difficultés ont été diverses. Au début, nous avons été tournés en ridicule. Nous n'avions pas, à l'époque, de grand soutien ou de PowerHub. Nous avions seulement de tout petits échantillons de laboratoire, de quelques centimètres, issus de cette technologie. Ces échantillons ont produit des résultats, et moi, enthousiaste à l'époque, j'ai parlé de ces résultats. J'ai basé mes calculs sur la théorie et les mathématiques, en démontrant que cela suffisait. J'ai alors fondé ma première entreprise sur cette base et je suis allé très tôt dans le domaine public. À l'époque, les neutrinos étaient considérés comme des particules fantômes, sans masse, sans interaction. On considérait l'espace comme vide. Autour de nous, il n'y a rien, on ne voit rien non plus. Et là où il n'y a rien, rien ne peut venir. Cela nous ramène au concept du mouvement perpétuel, où tout le monde a évidemment raison, dans un système fermé, on ne peut jamais extraire plus d'énergie que ce qui y est disponible. Mais le neutrino nous a aidés. Le neutrino nous a aidés, non pas parce que nous le capturons, mais parce qu'il permet de définir clairement le contenu énergétique de l'espace qui nous entoure. Cela signifie que nous savons que, si nous avons une particule avec une masse, une particule très petite qui possède seulement 0,8 électronvolts par particule, et si nous en avons des milliards, alors nous pouvons calculer. Électronvolts, pas millivolts je dois préciser. Un électronvolt est une quantité extrêmement petite. Mais avec 60 milliards de particules, nous savons exactement quelle quantité d'énergie environnante nous avons par centimètre carré. C'est établi, c'est validé, et il existe tous les articles scientifiques correspondants. Et ensuite, il y avait le deuxième point, qui était la partie délicate, j'avais besoin de ce convertisseur. Et ici, cela concerne uniquement les neutrinos solaires. À cela s'ajoutent les autres composantes. Cela signifie qu'il s'agit avant tout d'une constatation physique et technique concernant l'énergie environnante. Beaucoup se demandent toujours, d'où vient cette énergie? L'énergie provient du spectre de rayonnement qui nous entoure. Et ce convertisseur que nous avions au début, c'était juste un petit morceau de film. D'où l'affirmation selon laquelle nous attrapons des neutrinos avec ce film. Ensuite, des professeurs ont été sollicités pour dire « on ne peut pas capturer les neutrinos, c'est extrêmement difficile, même avec de grands réservoirs d'eau ». Il y a vraiment des gens qui essaient de capturer les neutrinos, comme dans le Super Kamiokande avec de grandes expériences. Mais ce n'est justement pas ce que nous faisons. Nous laissons les neutrinos traverser. Ils donnent une impulsion, comme une petite balle de ping-pong qui donne un tout petit coup à une boule de bowling. Le terme technique correct est « nucleoscattering », une diffusion de nucléons. Ensuite, le neutrino continue son chemin, il traverse, et c'est très bien ainsi. Cependant, le nom « neutrino » a suscité des critiques. Je m'en souviens encore très bien. Quand nous avons parlé pour la première fois de l'énergie des neutrinos à 2 ou 3 professeurs ont été sollicités, et ils ont très sérieusement, et à juste titre, déclaré, les neutrinos, on ne peut pas les capturer. Et quand quelqu'un montre ensuite un morceau de métal en disant que cela fonctionne, ils ont répondu, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne n'a posé la question, mais que se passe-t-il exactement avec ce métal? Pourquoi cela fonctionne-t-il? Quel est le système qui se cache derrière? Nous avons vraiment eu des difficultés à sortir de cette situation de « ah ». Heureusement, il y a eu ensuite le prix Nobel de physique. Les propriétés de masse. Les propriétés de masse des neutrinos étaient importantes uniquement dans ce contexte. C'est pourquoi je tiens à adresser un grand merci aux physiciens fondamentaux, qui ont relativement peu à voir avec notre technologie, mais qui ont au moins fourni une preuve et c'était crucial. Cette preuve était importante car tout doit être en accord avec le deuxième principe de la thermodynamique. Nous avons besoin de l'énergie, et celle-ci a été définie de manière claire grâce au postulat et à la définition précise des neutrinos. Nous savons que cette forme d'énergie, cette quantité d'énergie, est bien présente.
La prochaine étape concernait l'interaction, c'est-à-dire les interactions en dehors du modèle standard. Puis, les premières universités ont commencé à prouver que les neutrinos, effectivement, interagissent bel et bien grâce à leur masse. Et cela était également important, car cela nous a au moins donné le droit d'utiliser ce nom. Les neutrinos sont une sorte de marque déposée. Si je dis que le café est dans l'eau, je veux évidemment que le café que je bois et qui s'appelle café, contient aussi un peu de café. Bien sûr, il y a beaucoup d'eau dedans comme dirait un chimiste, il y a beaucoup de HO dans votre café. Mais ça s'appelle café quand même. C'est peut-être une bonne analogie, notre énergie neutrinique s'appelle énergie neutrinique, parce que les neutrinos interagissent effectivement, et parce qu'une partie de l'énergie provient justement de la diffusion nucléaire provoquée par les neutrinos. Et cela était absolument crucial. À cette époque, lorsque nous avons commencé à travailler sur ce sujet, nous avons été confrontés à une vague de dénonciations. Il y avait une quantité énorme de critiques, et franchement, beaucoup étaient complètement absurdes. Mais c'est ainsi, il y a eu un nombre considérable de plaintes pénales déposées contre nous. Imaginez, avec ce que nous faisions, nous sommes devenus une sorte de jeu pour la justice. Aujourd'hui, je peux en parler avec un sourire, car toutes sans exception toutes les procédures engagées contre nous ont été classées par les procureurs. Même les procureurs, à la fin, ont repris nos explications dans leurs décisions de classement et ont déclaré « Maintenant, nous avons compris ». Cela signifie que ce que nous faisons est quelque chose de totalement légitime. Nous essayons de développer cette technologie, nous avons une base physique, nous avons des brevets, des marques, et nous avons investi du capital. J'ai principalement utilisé mon capital privé, celui de ma famille et le mien, et à un moment donné, nous sommes passés à un financement en placement privé. Cela signifie que nous avons demandé à des personnes qui avaient compris notre vision de nous soutenir, car cela coûte évidemment très cher. De ce soutien est née une vague de critiques, avec des remarques du type « Ah, ils font quelque chose de bizarre, et cela a à voir avec de l'argent ». C'est ainsi que les premières plaintes pénales ont vu le jour. Pendant des années, nous avons été confrontés à des plaintes pénales. À cela s'est ajouté le travail international. Les plaintes ont finalement été classées. Puis de plus grands partenaires et investisseurs, disposant de davantage de fonds, sont arrivés. Mais cela ne s'est pas arrêté là. On a alors dit « Oh, il doit s'agir de blanchiment d'argent ». Des fonds ont été bloqués, car il était supposé qu'ils pouvaient être liés à du blanchiment d'argent. Ou bien ces fonds ont été bloqués parce que nous travaillons à l'international, avec des physiciens et des professeurs issus de différents pays qui, selon certains, ne font pas partie des « bons ». Et nous avons dû surmonter toutes ces difficultés tout en poursuivant parallèlement la recherche et le développement. Même aujourd'hui, en ce début novembre, je peux dire qu'une grande partie de nos fonds dans les pays occidentaux reste toujours gelés. Ces fonds sont encore bloqués parce que, pendant des années, nous avons également collaboré avec des physiciens, des ingénieurs et des instituts d'Europe de l'Est, notamment en Russie, qui, par ailleurs, jouent un rôle de premier plan dans le développement des dérivés du carbone. Cela signifie qu'il y a eu une époque où toute l'Europe de l'Ouest travaillait avec la Russie. Je dirais que toute l'Allemagne achetait du pétrole et du gaz à la Russie. Puis, soudainement, la guerre est arrivée. Et de nombreuses entreprises, pas seulement la nôtre, en souffrent. Si l'on regarde la presse, j'ai d'ailleurs publié des déclarations explicatives à ce sujet. Il ne s'agit pas ici de centaines de milliers ou de millions, mais de montants se chiffrant en milliards, qui sont retenus et bloqués, bien qu'ils nous appartiennent. Ces fonds figurent dans notre bilan, ils proviennent de licences et d'actions que nous avons obtenues. Malgré tout, nous avons tenu bon et continué. Nous avons poursuivi nos travaux dans des conditions difficiles, et nous continuerons. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point comme je l'ai mentionné la dernière fois, et cela a souvent été repris où on ne peut plus arrêter ce processus. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la société, le public, a compris comment fonctionne cette technologie. Et, pour le dire un peu sarcastiquement, même si l'on cherchait encore à nous éteindre, ou à nous éliminer en tant qu'entreprise, ce savoir est déjà dans le monde. Nous avons offert cette avancée au monde. Cela signifie qu'avec ces connaissances, le monde peut mettre en œuvre cette technologie. Que ce soit nous qui construisions les Power Cubes maintenant ou que quelqu'un d'autre le fasse à l'avenir, les plans et les connaissances nécessaires sont désormais accessibles. Nous avons bien sûr publié des brevets. L'avantage des brevets est que, comme beaucoup le pensent, ils offrent une certaine protection, oui. Mais l'inconvénient des brevets est qu'ils peuvent également être copiés. Et naturellement, tous ceux qui copient cette technologie ne paient pas toujours les redevances liées aux brevets. Et nous savons déjà que certaines personnes utilisent nos connaissances et travaillent sur cette base. C'est précisément pour cela que les brevets existent. Les brevets servent à révéler ces connaissances et à encourager les gens à s'appuyer sur elles pour développer de nouvelles idées.
C'est la raison fondamentale des brevets, stimuler l'innovation et protéger les connaissances. Un brevet, cependant, n'est valable que jusqu'au jour où ces connaissances sont actualisées. Et ces connaissances sont enrichies grâce à des extensions continues des brevets. Ainsi, aujourd'hui, n'importe qui peut consulter la description d'un brevet. Et si cette personne est un peu ingénieuse, elle peut copier relativement facilement les connaissances que nous avons développées sur une décennie ou plus avec, comme je le dis souvent, du sang, de la sueur, beaucoup d'amour et d'argent. Mais cela ne nous dérange pas. Je crois sincèrement que c'était une partie de notre devoir envers la société de rendre ces connaissances accessibles. Oui, merci pour toutes ces informations. Cela montrera également aux gens que des technologies aussi précieuses sont confrontées à de nombreux problèmes. Je pense qu'il est aussi important, Holger, que nous parlions du rôle de ces GSC, c'est-à-dire non seulement de la neutrino-voltaïque, mais aussi de ces collecteurs d'énergie provenant du spectre de rayonnement invisible, dans la résolution des problèmes climatiques et dans le soutien des pays concernés. Tu as déjà mentionné l'Espagne tout à l'heure. Quelle est, selon toi, l'importance de cette technologie pour l'humanité ? Je pense que nous vivons ici en Europe centrale et aux États-Unis dans un environnement high sophisticated, hautement sophistiqué. Nous sommes dans une région où nous avons un système électrique extrêmement avancé. Mais ce système est également établi, car dans chaque foyer, il y a de nombreux appareils électriques, des téléviseurs, des réfrigérateurs, et tout ce qui va avec. Cela s'est développé au fil du temps. Mais dans le monde, il existe encore de nombreux pays qui rencontrent des problèmes. Beaucoup de pays en Afrique, par exemple, n'ont pas du tout d'électricité. Beaucoup de gens sont exclus de l'accès à l'énergie. S'ils sont exclus de l'accès à l'énergie, ils sont également exclus de l'éducation et du développement. Et cela représente un énorme problème. Lorsque l'on comprend également que, dans les 20 prochaines années, la demande énergétique mondiale va doubler, on réalise logiquement qu'il était essentiel d'inventer quelque chose de nouveau capable de répondre à ces besoins en termes de quantité. Il ne s'agit évidemment pas de produire seulement quelques GSC, ou même quelques millions de GSC, ou de Power Cube, cela ne suffirait pas. L'objectif est de transmettre ce savoir à l'humanité pour, et là je reviens au point précédent, ne pas se limiter à des appareils de 5 kW. Ces appareils peuvent être beaucoup plus petits. Un jour, ils pourront même être intégrés directement dans chaque appareil électronique. Cela signifie qu'ils pourront être intégrés dans un téléphone portable, avec une électronique capable de convertir directement l'énergie. Ainsi, je pourrais utiliser la chaleur de ma main, la chaleur de l'environnement ou les rayonnements auxquels je suis exposé. Et si je n'ai plus besoin de recharger cet appareil électronique, ce petit appareil, alors j'économise déjà un peu d'électricité que je n'ai plus besoin de tirer du réseau et qui n'a plus besoin d'être produite à partir d'énergie fossile. Si l'on fait le calcul pour ces petits appareils, et que l'on considère qu'il y a des millions, voire des milliards d'appareils nécessitant 1 watt, 2 watts, 3 watts, 5 watts ou 10 watts, cela représente déjà des térawatts que nous n'avons plus besoin de prélever sur le réseau. Cela signifie que si ce processus de transformation avec des appareils capables de récolter leur propre énergie se généralise, chaque appareil qui puise son énergie dans l'environnement n'aura plus besoin d'être alimenté par le réseau électrique. Il existe différentes simulations qui estiment combien d'années ou de décennies ce processus prendra, mais personnellement, je fais le pari. Je pense que dans 30 ou 40 ans, nous serons tous les deux tranquillement assis dans des fauteuils à bascule, et que ce processus de transformation prendra au moins 30 à 50 ans. Mais je dirais qu'une société, dans 30 à 50 ans, reposera exclusivement sur des harvesting technologies, des technologies de récolte d'énergie. Parce que les autres méthodes ne seront plus nécessaires. Nous avons compris qu'il y a suffisamment d'énergie disponible. Il suffit simplement de continuer à développer ces technologies et de les rendre attrayantes pour les gens. Il faut commencer avec les premiers appareils. Il faut aussi prouver aux gens que cela fonctionne. Ensuite, la politique devra s'adapter. Et je dirais que tout découlera alors logiquement. Car le grand avantage de cette ressource, c'est que je n'ai pas besoin de l'extraire. Elle n'est pas compliquée à obtenir. Elle ne produit pas de polluants lors de sa combustion. Et, surtout, elle ne coûte rien. Désolé, elle ne coûte rien. Et elle est toujours là. Toujours disponible. Je n'aime pas le terme « énergie libre »,
car « libre » est également défini par le deuxième principe de la thermodynamique. De plus, le terme « énergie libre » est souvent associé à l'énergie solaire ou à l'énergie éolienne, qui sont également des énergies dites « libres » si on voit les choses comme ça. Mais ces technologies nécessitent aussi des appareils. Cela dit, cette énergie est bien plus accessible que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, et elle sera naturellement bien moins coûteuse. Si je n'ai pas besoin de pétrole ou de gaz, je n'ai pas non plus besoin de payer pour ces ressources. Pourtant, l'électricité aura tout de même un coût. Mais si l'on fait le calcul, l'électricité issue d'un appareil comme un Power Cube sera bien plus abordable. Ensuite, il est probable que les États interviennent et disent « Nous voulons imposer une taxe sur l'énergie environnante ». Ils diront « Vous utilisez l'énergie de l'air, nous voulons une taxe ». Parce qu'il ne faut pas oublier que cela représente également un modèle économique. Les États dans le monde se financent grâce à l'énergie. L'énergie est un marché, un business. On ne peut pas s'imaginer offrir un appareil gratuitement à l'humanité. Ces appareils seront très probablement taxés un jour. Il pourrait même y avoir un compteur fixé dessus, qui mesurera combien d'énergie environnante vous avez consommé. Cependant, cela restera toujours moins cher. Cela ne produira aucune combustion. Et cela ne générera aucun polluant. Lorsqu'on comprend cela, on réalise que cette technologie a une véritable chance. C'est pourquoi le concept d'énergie libre est également important. Beaucoup espèrent alors que l'électricité ne coûtera plus rien. Elle aura toujours un coût, mais ce coût sera beaucoup plus faible. Elle aura également beaucoup moins d'impact sur la société, sur la nature et sur l'environnement. Et ces processus, je ne peux que le dire, devraient commencer le plus rapidement possible. Oui, Holger, passons à la dernière question. Nous venons de parler des problèmes climatiques. Je voudrais te poser une question très claire, pour que nos spectateurs, disons-le, prennent vraiment conscience de ce point. À quel point est-il important, face aux problèmes climatiques actuels que nous observons dans le monde entier, j'entends les ouragans, les tornades, les typhons, les tremblements de terre, et les grêles, de trouver des solutions comme celles que vous développez? Nous avons ces tornades qui détruisent les éoliennes. Les chutes de grêle endommagent les installations solaires. À quel point est-il important, dans ce contexte, de mettre en avant des technologies comme ces GSC, qui ne sont pas affectées par ces facteurs climatiques? Absolument. Cela signifie que sans l'électricité, rien ne fonctionne dans notre société. Par exemple, si votre réfrigérateur ne fonctionne pas pendant 2 jours, vous pouvez pratiquement jeter tout ce qu'il contient. C'est comme ça. Cela veut dire que, dans notre société actuelle, toute la communication repose sur l'énergie. Plus rien ne fonctionne sans elle. Et avec ces appareils, on réalise exactement ce que vous avez mentionné. On ne crée pas seulement de l'autonomie et de l'indépendance, mais aussi une sécurité. Et si l'on prend en compte les calculs, certains diront peut-être que la puissance n'est pas suffisante. Je réponds alors, un instant. 5 kW, ce n'est pas beaucoup? Avec 100 000 cubes, 5 kW multiplié par 200 000 cubes, cela donne 1000 MW. 1000 MW, c'est l'équivalent de ce que produit une centrale nucléaire de taille moyenne. Une centrale nucléaire moyenne produit 1000 MW. Mais avant cela, il faut construire cette centrale nucléaire moyenne, ce qui nécessite d'abord des plans et une préparation. Cela signifie qu'entre la planification et la mise en service, il s'écoule au moins une décennie. Ensuite, j'ai ma centrale nucléaire moyenne, qui aura peut-être coûté 20 milliards. Mais même après avoir construit la centrale nucléaire, je n'ai pas encore amené l'électricité aux consommateurs. Il faudra encore poser les câbles et installer les lignes électriques terrestres. Ensuite, il faut transformer cette électricité, ces 360 000 volts de courant alternatif que je transporte, en une tension adaptée aux consommateurs. Et là, on retrouve exactement ce que tu as mentionné, il y a des risques. Ces risques ne concernent pas seulement une centrale nucléaire, cela pourrait aussi être une centrale au charbon, une centrale au gaz, ou autre. Ces infrastructures, les centrales et les lignes électriques peuvent être endommagées par des influences environnementales, ou par des guerres, comme on le voit actuellement en Ukraine. Cela signifie que toute l'infrastructure d'importance critique devient vulnérable aux attaques. Des installations telles que les transformateurs et les centrales électriques sont endommagées, ce qui provoque des coupures de courant chez les gens. Si, en revanche, nous créons un réseau composé de nombreuses petites unités de production d'énergie, comme nous l'avons calculé, alors même si l'une ou l'autre de ces unités tombe en panne, le système lui-même reste stable. L'électricité que je n'utilise pas peut théoriquement être injectée dans le réseau, et si ce réseau existe, il serait idiot de ne pas le faire. Mais dans l'ensemble,
ce type de système offre une stabilité bien supérieure. Cela signifie que si l'on pense à une production d'énergie décentralisée et autonome, avec toutes ses conséquences mathématiques, on constate que, de cette manière, de nombreux inconvénients du système actuel peuvent être complètement compensés. Cependant, cela prendra du temps, bien sûr. On ne peut pas dire que tout sera remplacé dans 2 ans. Il faut commencer quelque part, peut-être dans des pays où il n'y a actuellement aucune infrastructure de fourniture d'électricité. Et au lieu de renouveler les anciens systèmes basés sur une pensée structurelle d'une production d'énergie centralisée, on passe à des fournisseurs d'énergie décentralisés et autonomes. Et c'est précisément là où les infrastructures doivent être renouvelées que cela devient le plus facile à mettre en œuvre. Car maintenant, avec chaque Power Cube, avec chaque GSC, j'ai immédiatement de l'électricité. Si j'ai maintenant 100 ou 1000 foyers, j'installe simplement 100 ou 1000 appareils, et les gens ont immédiatement de l'électricité. Si ma centrale électrique est endommagée, je dois d'abord construire une nouvelle centrale et poser de nouvelles lignes pour amener l'électricité aux gens. C'est donc, en termes de dynamique, de flexibilité et de possibilités, beaucoup plus simple, en particulier dans des pays où les distances sont vastes et les populations dispersées. Un bon exemple que je mentionne souvent est celui de l'Afrique. La plupart des pays africains n'avaient pas de réseau téléphonique traditionnel. Cela n'avait pas de sens de poser des câbles sur des milliers de kilomètres à travers la jungle. Pourtant, ces populations ont aujourd'hui des téléphones portables, car elles ont évolué en sautant une étape. Elles n'ont pas posé de câbles et sont passées directement au téléphone mobile. Peu importe où vous êtes en Afrique, je l'ai moi-même constaté, les gens ont soudainement commencé à utiliser des téléphones portables. Et c'est exactement la même chose avec l'électricité en ce moment. Si je n'ai pas de système établi, pas de câbles ni de centrales électriques, grâce à ce type d'appareil, je peux quand même et en un rien de temps fournir suffisamment d'énergie aux gens. Oui, merci beaucoup, cher Holger, pour votre temps et pour vos réponses. Nous sommes ravis d'avoir un si bon partenaire à nos côtés, avec qui nous pouvons toujours communiquer et qui nous fournit régulièrement de nouvelles informations. Et pour ces aspects, un grand merci. C'est un immense plaisir pour moi. Ce qui est également important avec vous, c'est que je peux atteindre de nombreuses personnes. Je le vois toujours à travers les consultations et les accès que nous avons. Et je pense que la chose la plus importante pour l'humanité est la compréhension. Parce qu'en comprenant la technologie, je peux m'adresser directement à mes partenaires industriels, attirer leur attention, les amener à comprendre, et un jour, ce besoin se transforme en demande, et c'est là que l'appareil entre en jeu. Et lorsqu'on voit comment cela fonctionne, ce que nous sommes capables de montrer, nous pouvons servir de modèle. Nous ne pouvons pas couvrir les besoins énergétiques mondiaux avec nos Power Cubes. Nous n'avons pas la capacité de construire 10 giga-usines. Ce que je dois faire, c'est convaincre l'industrie, trouver de grands et puissants partenaires, dans chaque pays, des partenaires dans la politique, des partenaires dans l'industrie, qui adoptent cette façon de penser et construisent leurs modèles économiques futurs sur cette base. Et si nous avons réussi à guider des gens, à former de jeunes personnes, à transmettre ces connaissances dans les esprits, et si ce savoir est transmis et approfondi, alors nous aurons accompli beaucoup. Et à ce moment-là, je pourrais dire que j'ai rempli ma mission. Je pourrais dire que ce projet, auquel je travaille depuis près de 17 ans, avec tout l'effort, l'engagement, la passion et l'argent investi, en valait la peine. Et comme je l'ai dit, avec vous comme partenaire, qui contribue à transformer et à diffuser ce savoir, nous voyons déjà ce processus démarrer dans plusieurs autres pays. Ce savoir commence à se répandre. Je dirais qu'il faudra encore au moins 3 à 5 ans avant que l'on voie une application généralisée de cette technologie. Mais cela va commencer très bientôt. Et cela, je le dois à de nombreux partenaires extraordinaires que nous avons, à de nombreux scientifiques et soutiens. Beaucoup de personnes anonymes ont participé à ce projet pendant cette période, chacun à son niveau et selon ses possibilités. Et pour cela, je tiens à exprimer encore une fois ma profonde gratitude. Merci beaucoup. Merci à vous, cher Holger. Je vous en prie.